Bonjour les amis. Non, je ne suis pas Victor Ferry, mais j'aimerais quand même vous parler de la rhétorique du président Macron. Ceci plus particulièrement dans une interview où il a parlé de la violence dans le cadre des manifestations. J'aborderai trois points. Premièrement, le contexte de cette intervention présidentielle. Deuxièmement, le ton de Macron. Et troisièmement, le contenu de ce qu'il a dit. Mais pour commencer, je vous laisse écouter cette brève intervention présidentielle. Tout au long de cette période, la violence était telle qu'il n'était pas possible de d'un seul coup dire on arrête les LBD, on désarme. Parce que dans quelle situation nous serions-nous mis? Celle peut-être de ne plus pouvoir tenir telle préfecture qu'on voulait brûler. Moi j'ai été dans la préfecture au Puy-en-Velay. J'ai vu des agents qui ont failli mourir par la folie collective qui à un moment s'est installée. Donc c'était cela, le moment du pays où on en était. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu. Il ne l'a pas été tenu d'une manière, si vous voulez, où il y a eu ce que j'appellerais des violences irréparables. Le pire a été évité grâce à leur professionnalisme. Inacceptable, mais pas irréparable. Je veux dire par là qu'il y a le cas très précis du jeune Steve à Nantes, qui est aujourd'hui dans la main de la justice. Je veux que la justice fasse son travail en paix, en sérénité, c'est noyé, et en toute indépendance. Lors de la fête de la musique, après une intervention des forces de l'ordre. Dans une fête dont on peut interroger à la fois les autorisations, le lieu, et après une intervention des forces de l'ordre. Donc tout ça est compliqué, je ne veux pas le résumer à une seule responsabilité, surtout c'est dans la main de la justice. Mais tout au long de cette période, il n'y a pas eu de mort à déplorer. Il y a une dame, et l'enquête là aussi est en cours, à Marseille, qui était dans un étage, qui est une mort suspecte. Mais donc, je veux vous remettre ça en place parce que... Ça, je crois que c'est bien remis en perspective. Oui, mais c'est essentiel. Et à côté de ça, il y a tous les blessés que vous avez rappelés. Blessés du côté de la police, blessés du côté des manifestants. Et bien sûr, ces blessures sont inacceptables. Et donc, ce que nous devons faire, c'est premièrement mener toutes les enquêtes administratives. Elles ont été lancées à chaque fois par le ministre, pour pouvoir regarder ce qui a été fait, si ça a été fait en bonne et due forme. Ça, c'est administratif. Et quand des mesures doivent être prises, des sanctions, qu'elles le soient. Ensuite, c'est que tout ce qui doit être judiciarisé le soit. Ni vous, ni moi ne pouvons savoir si la personne qui a été blessée était dans une situation où elle s'est mise elle-même et où elle a attenté à la sécurité d'un policier, où elle l'a mis dans une situation qui l'a conduit à ça. Néanmoins, je souhaite, moi, qu'on entame une réflexion profonde sur la manière qu'on a de s'organiser. Parce qu'on ne peut pas rester dans ces situations-là. Et donc, je souhaite qu'on entame un travail, c'est ce que j'ai demandé au gouvernement, où on puisse éviter de manière durable ces situations. Parce qu'on ne peut pas accepter, au sens propre du terme, quand on est président de la République, citoyen français, de voir multiplier ces scènes. Et donc, il faut que le calme revienne. Nous sommes un pays où il y a la liberté de manifester, la liberté d'opinion, de choix, de critique, elle est permanente. Et ou pour qu'elle se maintienne, on ne doit pas accepter la grande violence. Donc je souhaite, moi, qu'on fasse plusieurs choses. Qu'on ait une réflexion collective et un travail pour qu'on éradique progressivement la grande violence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, avec ces groupes qu'on appelle les black blocs, qui souvent étaient la raison de ça, qui s'infiltrent et qui font le pire, qui provoquent, qu'on arrive à trouver une solution durable. Moi, je ne l'ai pas dans ma poche, mais qu'on lance cette réflexion. Et ensuite, qu'on regarde comment changer une manière d'assurer la sécurité pour réduire très fortement le nombre de blessés qu'on fait dans ces... Je m'excuse pour la mauvaise qualité de cette vidéo, mais j'imagine que vous avez pu comprendre ce que dit Macron. Pour commencer, je vais aborder donc la question du contexte. Vous savez qu'il y a eu, lors des manifestations des Gilets jaunes, de nombreux blessés, plus d'une vingtaine d'éborgnés, d'autres mutilés à la main, aux pieds ou au visage. Et ceci constitue un handicap fort pour Macron pour la prochaine présidentielle. Parce qu'évidemment, lors de la prochaine présidentielle, on verra des affiches des manifestants mutilés, il va y avoir des témoignages de manifestants mutilés, et tout ça va donner une mauvaise image de Macron, et surtout ça va lui rendre beaucoup plus difficile au deuxième tour, s'il se trouve face à Mélenchon ou à Le Pen, de dépeindre ses adversaires comme des gens très dangereux, alors qu'il a lui-même plus qu'une vingtaine d'éborgnés à son actif. Donc il doit absolument désamorcer ce problème bien avant l'élection présidentielle. On aurait pu imaginer qu'il le désamorce beaucoup plus tôt, parce que finalement, après le premier éborgné, il aurait pu déjà lancer cette réflexion qu'il propose de lancer par rapport à comment assurer la sécurité. Et il a décidé de ne pas le faire plus tôt, pour des raisons que je vous laisse imaginer. En tout cas, maintenant, c'est le timing qu'il a jugé
adéquat pour résoudre ce problème. Donc voilà le contexte et voilà aussi l'objectif de cette intervention, désamorcer un problème qui est peut-être le problème numéro un, l'obstacle numéro un à sa réélection, un obstacle que certains pensent irréparable et qu'il espère bien pouvoir réparer. Maintenant, je vais aborder la question du ton utilisé par Macron et vous voyez que c'est un ton extrêmement calme. Et ceci a deux effets. Premièrement, en ce qui le concerne lui-même, ça montre qu'il n'est pas déstabilisé par ces manifestations, il reste calme. Et deuxièmement, ça suggère qu'il est du genre à rester calme et à ne pas surréagir, alors qu'on pourrait imaginer que plus de 20 éborgnés, ça reflète quand même une surréaction. Ce ton calme a pour objectif aussi de vous calmer vous. Il s'agit quelque part de vous endormir, c'est une voix calme de berceuse qui vise à vous endormir. Voilà pour le ton. Et maintenant entrons dans le contenu de ce que dit Macron. Son premier point va être de justifier l'intervention de la police et il va le faire de façon très habile. Premièrement, en disant qu'il fallait maintenir l'ordre face à une folie collective. Donc il vous fait peur en vous disant ce qui aurait pu arriver si l'ordre n'était pas maintenu. On pourrait imaginer des violences extrêmes. Et donc il joue là sur une sorte de peur rétrospective, ce qui aurait pu se passer si la police n'avait pas été aussi violente. Et puis le deuxième point, ça va être la compassion, parce que juste la peur, c'est une émotion très forte, mais négative quand même. Et là, on va vous faire aussi ressentir la compassion par rapport à justement cette préfecture qui aurait pu être brûlée, mais aussi ces policiers qui ont risqué d'être brûlés, préfecture qu'il a lui-même visitée. Donc il y a tout un côté là émotionnel qui est plutôt dans le registre de la compassion. Et avec ces deux émotions, la peur et la compassion, ce qu'il essaye de faire, c'est d'éviter que vous réfléchissiez sur la question de savoir est-ce que cet usage de la force était nécessaire pour éviter un débordement des manifestations. Et vous savez qu'il y a beaucoup de pays où il y a des manifestations, il n'y a pas toujours plus de 20 éborgnés. Et même les armes utilisées par la police française ne sont pas utilisées dans tous les pays. Donc il y a aussi d'autres modes opératoires. Et la question se pose véritablement de savoir si la force employée était proportionnée. Donc ça c'est le premier point du discours de Macron. Et ensuite le deuxième c'est de dire ceci est entre les mains de la justice. Donc il y a d'une part des enquêtes administratives, d'autre part au niveau judiciaire. Tout ça est dans les mains de la justice, ce qui a deux fonctions. La première, c'est de dire, voilà, on traite ces problèmes, on essaie de voir ce qui s'est passé, la justice s'occupe de ça. Et puis le deuxième point, c'est de vous dire, c'est entre les mains de la justice, essayez pas de vous faire une opinion, c'est pas à vous faire une opinion, il le dit même à un moment très explicitement, que personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé à part la justice, donc personne ne peut se faire une opinion sur ce sujet à part la justice. Et c'est aussi une façon de vous empêcher de vous faire une opinion. Et là, évidemment, si vous voulez répondre à cela, il y a deux points à répondre. Le premier, c'est qu'il y a quand même certains éléments qui sont disponibles au vu de tous, et en particulier l'éborgnement de Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez qui était déjà une figure connue des Gilets jaunes avant son éborgnement et puis qui a probablement pour cette raison été filmé avant, pendant et après son éborgnement. Donc il y a sur YouTube cette vidéo, on voit exactement comment ça s'est passé et on voit que Jérôme Rodriguez n'était absolument pas violent, n'était absolument pas en train de menacer la police quand il s'est fait éborgner. Donc il y a en fait des éléments qui sont là
qui vont dans le sens contraire de dire qu'il s'agissait de maintenir l'ordre. Non, Jérôme Rodriguez a été éborgné, pas pour maintenir l'ordre. Il n'était pas du tout une menace. La vidéo qui circule sur YouTube le montre bien. Le deuxième point que vous pourriez lui répondre aussi, c'est que vous n'êtes pas sûr que les juges soient indépendants. Et on se rappelle notamment de ce procureur qui a admis avoir menti pour ne pas embarrasser Macron. Et de façon plus générale, il y a plusieurs incidents qui permettent de douter de l'indépendance de la justice. Son troisième point dans son discours, c'est de dire qu'il fait quelque chose. Donc il y a d'abord ces enquêtes administratives et puis ce qui est entre les mains de la justice. Mais il veut aller plus loin et il veut éviter que ça se reproduise. Et là, il est relativement habile dans le sens qu'il ne va pas désigner directement les gilets jaunes comme coupables, mais il va parler plutôt des black blocs. Et ce que d'ailleurs certains gilets jaunes demandent depuis longtemps, qu'on empêche les black blocs d'être violents plutôt que de tirer sur des gens comme Jérôme Rodriguez. Mais donc il souligne, là Macron souligne les black blocs, et puis il mentionne aussi la possibilité de modifier le mode d'intervention de la police. Sans évoquer évidemment la question de savoir est-ce qu'on aurait pu modifier plus tôt le mode d'intervention de la police avant qu'il y ait plus de 20 éborgnés. Limiter le pouvoir de nuisance des black blocs, modifier le mode opératoire de la police, c'est deux pistes tout à fait intéressantes à étudier. On peut juste regretter que ces pistes n'aient pas été lancées plus tôt. Mais ça ne doit pas nous faire oublier une troisième piste qui me paraît encore plus importante, qui est que dans un pays qui se prétend démocratique comme la France, les citoyens, le démos, ne devraient pas perdre tout kratos entre deux élections. Ils devraient conserver le pouvoir de décider sur des sujets par référendum d'initiative citoyenne. Donc la troisième piste serait l'introduction du référendum d'initiative citoyenne. Vous vous souvenez que le mouvement des Gilets jaunes a commencé par un rejet d'une augmentation de taxes sur les carburants. Eh bien, grâce au RIC, il n'aurait pas été nécessaire pour les Gilets jaunes de faire des manifestations. Ils auraient pu simplement réunir les signatures nécessaires pour lancer un référendum. Et puis s'ils auraient atteint le nombre requis de signatures, eh bien, il y aurait eu une votation populaire et le peuple aurait décidé pour ou contre cette augmentation de taxes sur les carburants. Voilà, c'était quelques remarques sur la rhétorique de Macron. Et je serais très intéressé à savoir si vous avez d'autres remarques. Laissez-les en commentaire. Parce que je crois que c'est important de lancer une réflexion sur la rhétorique de Macron, sur comment réagir à la rhétorique de Macron. Car il a une rhétorique extrêmement efficace qui est tout à fait capable de lui permettre d'être réélu en 2022. Malgré plus d'une vingtaine d'éborgnés, il a une sorte de capacité à endormir les citoyens, à la fois par le ton et par le contenu, qu'il est important de comprendre pour pouvoir mieux contrer. Et je vous propose donc de participer à cette réflexion collective par vos réflexions en commentaire.